Savez-vous ce que c'est le biomimétisme? Pas sûr. Ça veut dire se fondre dans l'environnement. Avez-vous déjà travaillé sur un projet en lien avec le biomimétisme? Alors a priori, un projet global, non, je pense pas. Après, j'ai envie de dire, dans le développement des aspects, notamment en matière de développement durable, on est forcément amené à suivre des projets qui mettent en œuvre des techniques qui peuvent peut-être se rapprocher quand effectivement on met en place des terrasses végétalisées avec des semis de lichen là-dessus. Donc on a effectivement utilisé une technique entre guillemets naturelle pour une utilisation pour des questions à la fois d'aspect mais aussi de rétention des eaux pluviales. Et est-ce que vous serez intéressé par un projet de biomimétisme? Si effectivement ça s'inscrit dans cette logique oui, du développement durable, hein, où effectivement on essaye de travailler avec les différents acteurs du champ de l'urbanisme pour développer ces axes-là, oui, pourquoi pas. Pensez-vous que le biomimétisme puisse s'appliquer à la création d'une ville durable? Oui, forcément. On a effectivement parlé de terrasses végétalisées. Il y a aussi des murs végétalisés qui ont été développés. Peut-être pas. Donc aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il y ait tant de techniques que cela qui soient développées dans cet axe-là. Donc après, ça reste sans doute à inventer. Quelles sont les technologies issues du biomimétisme pouvant être appliquées en ville? J'ai déjà évoqué effectivement les terrasses végétalisées, hein, les murs végétalisés. On va effectivement essayer d'utiliser des plantes un peu spécifiques qui peuvent pousser dans des milieux particuliers, même s'il y a un arrosage automatique relativement quand même qui ne nécessitent pas trop d'entretien et qui vont permettre à la fois en dehors de l'aspect on va dire paysager des menus végétales dans la ville, d'avoir aussi un aspect de régulateur thermique, hein, notamment en période de chauffe. Voilà. Si on est toujours dans ces techniques un peu d'utilisation du végétal, il y a aussi tout ce qui concerne le traitement des aires de stationnement pour les voitures. Donc effectivement, on peut travailler avec des choses qui existent depuis déjà un certain temps, hein, des dalles gazon qui permettent d'avoir une structure sur laquelle les voitures peuvent se stationner, mais d'avoir aussi une zone qui est à la fois végétale, donc qui est la pelouse un peu poussée, mais qui aussi sert effectivement à éviter de renvoyer les eaux pluviales dans du réseau, puisqu'on est dans une logique d'infiltration des eaux de pluie dans le sol, naturellement. Donc ça, c'est déjà appliqué? Ça, c'est déjà appliqué, et aujourd'hui, effectivement, dans les projets qui émergent, on essaye d'encourager les maîtres d'ouvrage et les architectes à utiliser ces techniques-là. Donc on y arrive dans un certain nombre de cas, hein, donc il y en a de plus en plus. Existe-t-il des domaines concernant la ville dans lesquels le biomimétisme n'est pas applicable? Forcément, quand on va être dans tout ce qui est extrêmement technique, dans tout ce qui va concerner les voiries, les réseaux, on aura peut-être du mal à trouver des solutions, dans ce que j'imagine. Hein. Après, peut-être qu'à court terme, en tout cas, dans lesquels on pourrait utiliser des techniques s'inspirant de la nature. Là, on est vraiment sur effectivement faire des réseaux routiers, des rues, des voiries. On est sur des enrobés, du minéral, des choses comme ça. Donc, là, effectivement, après, au niveau construction, c'est vrai que à la fois on développe des matériaux entre guillemets biosourcés, donc qui proviennent de ressources naturelles, hein, comme les isolants en laine de chanvre, en laine de bois,
là-dessus, qui sont des isolants renouvelables, qui ont des bonnes qualités, qui sont encore un peu coûteux, donc qui sont assez peu utilisés. Et en même temps aussi, pour ces questions d'isolation extérieure, on va développer aussi des matériaux en façade qui vont être des matériaux forcément pour assurer une pérennité dans le temps, des composites, des matériaux extrêmement travaillés, qui sont de l'aluminium, des caissons en aluminium, des matériaux comme ça, qui eux vont être relativement loin disons d'une image biomimétique. À une plus petite échelle, comment devrait s'agencer, selon vous, un quartier biomimétique? C'est un quartier dans lequel le premier point qui devra être intégré, c'est la question d'orientation par rapport au soleil. Là-dessus, donc rechercher effectivement des orientations, on favorise à la fois les apports solaires en matière d'apport thermique, hein, donc avec des façades vitrées au sud et des façades au nord le plus fermées, où bien entendu toutes les pièces de vie bénéficient d'un éclairage naturel suffisant, mais c'est aussi forcément un quartier où il doit y avoir, à mon sens, une imbrication forte entre des espaces où la présence du végétaux est très importante et des espaces construits. Même si bien entendu, dans cette logique-là, il serait logique d'utiliser des matériaux biosourcés ou d'origine, disons, ou renouvelable, comme le bois pour à la fois la structure ou les panneaux de façade, des isolants naturels, voire des terrasses végétalisées. Donc en général, c'est ce genre de démarche qu'on essaye d'avoir dans des projets d'écoquartier, comme par exemple sur le quartier Wagner, sur l'écoquartier Wagner, à la Meursault. De nos jours, une ville autonome à 100% est-elle possible? Alors une ville autonome à 100%, pas encore, ça c'est sûr. Ça peut être envisageable. Aujourd'hui, assez peu en France, mais dans les pays allemands, notamment en Autriche, on développe des projets avec des bâtiments qui non seulement ne dépensent pas d'énergie, mais produisent plus d'énergie. Voilà, donc ça peut être aussi bien des bureaux que du logement. Donc c'est des projets un petit peu particuliers, encore un peu expérimentaux, mais aujourd'hui, et qui coûtent forcément un peu plus cher. Mais aujourd'hui, on sait faire de tels projets. Donc on pourrait très bien imaginer une ville où toutes les constructions ne consommeraient pas d'énergie, mais on produirait. Et donc pourrait produire de l'énergie pour les autres besoins, comme se déplacer, pour les loisirs, pour chauffer l'eau des piscines, etc. Et vous en connaissez des projets comme ça? Alors il y a des projets, comme des projets de ville, non, des projets de bâtiments qui ne consomment pas d'énergie et qui au contraire en produisent, oui. Hein, c'est des projets qu'on appelle, qui ont le label Passive House, hein, donc en général. Donc effectivement, il y en a notamment un certain nombre en Allemagne, en Autriche, dans le Vorarlberg. Voilà. Ça reste encore relativement expérimental, mais ça va être amené à se développer. Mais quand vous dites qu'une ville autonome de nos jours n'est pas possible, mais pourquoi exactement? Alors d'abord, c'est différent. On ne crée pas aujourd'hui, à part des très rares exceptions, comme peut-être en Arabie Saoudite ou dans des pays comme ça, où ils ont des moyens financiers extrêmement importants, mais on ne crée pas aujourd'hui de villes de toutes pièces. Donc on est forcément sur soit des morceaux de ville, hein, des extensions de ville, des restructurations de la ville sur elle-même. Donc la ville est déjà existante, donc on est bien obligé de faire avec la ville existante, dans laquelle la majorité des bâtiments sont déjà construits. Construire un bâtiment, c'est un processus qui prend du temps. Entre les premières études et la fin d'un chantier, il peut y avoir entre 3 à 5 ans.
hein. Donc on comprend bien que c'est un processus long. Donc ces bâtiments expérimentaux Passive House, effectivement, c'est des choses qu'on peut développer, qu'on peut peut-être développer sur un quartier, donc dans une logique d'éco-quartier, mais qui va encore plus loin de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Mais c'est forcément, ça sera sur des morceaux de ville. Voilà. Après, l'idée, c'est pas forcément que toute la ville soit totalement soit totalement, disons, autonome, mais peut-être qu'une partie plus importante soit autonome, une autre partie soit mieux isolée, donc coûte moins cher en énergie dépensée, etc. Et que, effectivement, qu'à la mise en œuvre des différentes solutions, on puisse arriver à trouver un meilleur équilibre entre l'utilisation de l'énergie et sachant qu'il faut aussi tenir compte des aspects financiers, puisque ça demande quand même effectivement des logiques de financement importantes pour pouvoir investir, faire des panneaux solaires, des chauffages thermiques, etc. Donc pour vous, on peut espérer seulement une réduction de la consommation d'énergie et un respect de la nature, en essayant de produire plus d'énergie avec certains bâtiments. On va au niveau, si on parle juste que de la question du bâtiment, hein, sans parler forcément de la question plus globale de la production, de quelle énergie on produit, comment on la produit, hein, qui est une question quand même beaucoup plus large, beaucoup plus politique au sens global du terme. On va effectivement améliorer les choses et on va travailler sur certains quartiers expérimentaux où on pourra effectivement aller beaucoup plus loin dans l'autonomie des bâtiments. Mais forcément, on restera malgré tout sur les villes, elles sont existantes, elles sont là avec leurs bâtiments, les gens qui habitent dedans. Voilà. Donc, sachant qu'aujourd'hui, on a autant que des opérations de construction neuve, on a beaucoup d'opérations de réhabilitation. Donc, on essaie bien entendu que ces opérations de réhabilitation aillent dans le sens de plus d'économie d'énergie, mais bon, c'est pas toujours gagné. Et d'après vous, qu'est-ce qui pourrait ralentir la diffusion du biomimétisme? Après, il peut y avoir je dirais tout simplement des questions de politique, hein, plus ou moins, selon que l'orientation est donnée dans plus ou moins dans telle direction, on avance quand même plus ou moins vite. Et puis il y a la question quand même effectivement économique. Hein, si on prend un bâtiment existant, l'améliorer son isolation, ça nécessite souvent des financements importants sur lesquels les gens qui habitent, soit ils n'ont pas forcément les moyens pour financer ces travaux, soit ils n'en voient pas l'intérêt parce que quelque part la rentabilité sur ces économies d'énergie, elle va être vraiment sur du long terme et ils se disent peut-être que je vais déménager dans 5 ans, c'est pas intéressant. Donc on a un certain nombre de freins effectivement pour avoir une amélioration, une dynamique d'amélioration forte du parc existant, même s'il y a un certain nombre d'actions publiques qui sont mises en œuvre avec des aides au niveau région, au niveau de l'Agence nationale de l'habitat, pour effectivement aider les propriétaires ou les copropriétés à faire des travaux d'économie d'énergie. Mais ça reste des processus quand même souvent longs et difficiles. Mais donc justement, vu que ça engendre un certain coût de modifier le bâtiment, est-ce que la mentalité des gens pourrait changer avec le temps? Je pense que la mentalité des gens évolue, forcément. Mais c'est là où les choses sont imbriquées. C'est effectivement plus le politique va le porter en tant qu'enjeu politique aussi bien local que national, hein, là-dessus. Plus le débat va avoir lieu dans la société, plus les gens vont en prendre conscience, plus effectivement ils vont se dire oui, il faut quand même qu'on fasse l'effort, ok, ça va coûter de l'argent, mais effectivement, in fine, non seulement nous on va faire des économies moyen ou long terme, mais en plus pour la planète c'est quand même mieux. C'est l'énergie qu'on économise, c'est l'énergie qu'on n'a pas besoin de produire. Donc